démarrer sur un thème, vous l'avez vu? Ah ben, on ne va pas parler tout de suite de transition écologique. On va parler d'autre chose. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y a sur le programme? C'est quoi le sujet ce soir-là? Est-ce que quelqu'un a regardé le programme? Les soft skills. OK. Bon, est-ce que quelqu'un... tiens, Eric, tu as une définition des soft skills? Alors, je pense qu'on peut trouver, vous êtes, je sais pas, 70 là, je pense qu'en 3 minutes, on peut trouver 70 définitions des soft skills. Je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes qui s'intéressent à ce sujet. Moi, je fais pas du tout partie de ce sujet de recherche et autres, mais plutôt de mise en application, donc j'ai un regard un peu moins académique. Et parce qu'on ne peut pas parler de alors, soft skills, compétences douces, capacités, compétences transversales, etc. Enfin, c'est sans fin. Moi, je crois que c'est vraiment notre part d'humanité en fait qui est dans les soft skills. C'est la part qui demain ou aujourd'hui ne peut pas être remplacée par une machine. Alors, il y a le test de Turing qui a été passé il y a quelques semaines. Personne n'en a parlé, c'est passé sous les radars. Ça veut dire qu'enfin une machine peut converser pendant 20 minutes sans qu'on se rende compte que c'est une machine. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, et encore pour quelques années, je pense que les compétences douces, c'est ce qui fait qu'on est un être humain et c'est ce qui fait qu'au final, on n'est pas remplaçable par un robot, par une machine pour faire des opérations dans le quotidien. Voilà. Bon, Laetitia, est-ce que vous voulez compléter par quelque chose ou est-ce que ça vous va? Oui, peut-être juste pour dire que on formule parfois les soft skills comme des habiletés, des traits de personnalité. Voilà. Moi, ce qui me semble important de dire, c'est que c'est des compétences qui sont différentes des compétences techniques et académiques, mais ce sont bien des compétences à mettre en valeur, à développer, qui peuvent au cours de la carrière s'apprendre. Voilà, c'était le petit complément que je voulais ajouter. Et toi, Robert, tu as quelque chose à dire? C'est bon pour toi? J'ai rien à dire pour ma défense. Alors maintenant, je vais vous les présenter puisqu'ils ont dit des mots déjà. Donc vous avez entendu Eric, Eric Lemoine, donc qui est CEO d'une structure qui s'appelle, il vous expliquera ce que c'est, hein, House of Co-Design. Bon, quand même, et de Eric Ledid, hein, qui sont entreprises à mission, et je ne vais pas trahir quelque chose en disant que tu as notamment contribué beaucoup avec l'éducation nationale au PIX. Ouais, bah en fait, PIX est né chez nous, alors beaucoup, oui, je pense que voilà. Donc, voilà. Voilà, je suis avec Benjamin Marteau, qui est le patron du GIP PIX. Je pense qu'on est les deux papas de PIX, donc on a un couple très moderne. Et on a un bébé qui a 8 ans, à quelques jours près. Donc vous avez le papa de PIX, voilà. Laetitia Dodo, qui est la directrice générale adjointe de l'APEC. Alors, Laetitia, ça nous fait super plaisir que vous soyez là, parce que vous étiez déjà là aux premières journées du futur. Vous étiez avec nous, donc vous nous suivez. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Je sais que vous avez déjà vu Pierre Lamblin sur le début d'après-midi sur les compétences vertes. Donc, ça vous montre aussi la volonté de l'APEC d'être présent, de travailler avec vous, ça démarre, mais on sait qu'on a plein de choses en commun et de travail à faire en commun. Oui. Et Robert, que vous connaissez aussi, parce qu'il a été animateur et lui aussi, hein, tu as suivi toutes les journées du futur, tu as été animateur, et là, il est participant. Il est intervenant. Et pourquoi est-ce qu'il est intervenant? Alors, je vous rappelle quand même ce qu'a fait Robert. Robert, c'est l'ancien fondateur, président de l'Executive Education de Polytechnique. C'est un serial entrepreneur, hein, comme Eric. Et je vais d'ailleurs commencer par toi, Robert. Je vais expliquer pourquoi tu es là. Il se trouve que Robert a fait un travail l'année passée dans le cadre d'une mission qui est pilotée par un de nos partenaires à l'UNPUT, qui est Différencie, donc partenaire de communication. Donc Différencie était en charge de faire un livre blanc pour deux structures qui sont Mosaïque RH, alors que vous connaissez peut-être, et Article 1, sur les soft skills. Et il leur fallait des experts, des compétences. Et donc Robert a fait partie de l'équipe d'expertise sur ce sujet-là. Et Robert a interrogé, dont Laetitia d'ailleurs, plein de personnes sur les soft skills. Alors Robert, je voudrais que tu commences en nous disant finalement, il y a 3 ans, on parlait des soft skills, on disait que ça allait être important, que ça devenait de plus en plus important, que c'était quelque chose qui était considéré par les entreprises.
J'aimerais bien que tu nous dises, au regard de ce que tu as vu l'année passée, où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que font est-ce que les entreprises ont vraiment intégré les soft skills dans leur pratique? Comment elles les ont intégrés? Et puis à quoi ça sert les soft skills? Et last but not least, on a parlé de transition écologique toute la journée. On a vu qu'il y avait des attentes sur certaines soft skills, mais est-ce que les soft skills, ça contribue à la transition écologique? Je t'ai donné beaucoup de questions. Hein. Oui, avant de passer je me suis fait les antisèches pour pouvoir... Mais avant de passer les antisèches, je vais raconter une anecdote pour dire est-ce que les choses ont évolué? Les choses ont évolué, oui, c'est caractéristique. Je vais prendre le cas de l'école polytechnique parce que celui-là, il m'a fait rire, parfois. Lorsque j'ai amené cette activité pour qu'elle devienne la formation continue de l'école polytechnique, j'ai eu des discussions un peu vives avec le directeur. C'est mieux là? Vous entendez mieux? Oui. Mais peut-être. J'ai eu des discussions un peu vives avec le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'époque, parce qu'on faisait des formations comportementales. Et son propos, c'était « Moi vivant, il n'y aura jamais de ces cochonneries-là chez nous ». Depuis, il est devenu président de la formation continue de l'école polytechnique, il a pris ma suite, et il y a des formations comportementales dans le cadre de la formation continue de l'école polytechnique. Donc il a beaucoup évolué, cet homme. Voilà. C'était une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui signifie aussi qu'il y a une mutation profonde qu'on peut voir à l'œuvre, qu'on a vue à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, je dirais, 15-20 ans, et qui est presque aboutie, je dirais, aujourd'hui, sur la reconnaissance de l'importance des compétences transversales, douces, soft skills, comme on voudra, dans le levier de performance de l'organisation de façon générale, qu'elle soit publique ou privée. Alors, on va y aller peut-être? Oui, alors explique-nous ce que tu as vu l'année passée. Allez. Laetitia, vous contrôlez. Ce qu'il va dire, ça correspond bien. Alors, l'année passée, on a fait effectivement une enquête. Ce que Michel a omis de dire, c'est qu'elle était membre de l'équipe qui a fait l'enquête. Donc, elle va pouvoir compléter. Et donc, nous avons interrogé une quinzaine d'organisations publiques, privées. Vous avez la liste là-haut. Et sur, justement, la place des soft skills dans leur pratique, dans leur organisation, dans leur procédure, dans leur process RH de façon générale, et plus globalement dans la construction de la performance. Voilà. Donc vous avez ces 15 organisations, dont l'APEC, voilà, des grandes, des petites. On a souhaité avoir des petites structures pour pouvoir effectivement différencier et voir si on retrouvait des éléments comparables entre grandes et petites organisations. La réponse est oui, je vous le dis de suite. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est la synthèse de tous ces entretiens, quelques grandes lignes directrices qui ressortent et qui sont, je dirais, les éléments assez frappants qui en ressortent. Alors, je vais commencer. Le premier slide, c'est sur une semi-évidence, mais je pense que c'est quand même bon de rappeler cette semi-évidence. C'est les soft skills, il y a deux grands enjeux. Au moins deux grands enjeux. Il y a un premier enjeu qui consiste à se dire, regardons si une personne est opérationnellement efficace dans son activité. Et elle est efficace dans son activité, on le sait bien tous, lorsque les hard skills qu'elle mobilise sont bonifiés par des soft skills. Il y a nécessairement une hybridation entre les deux qui est requise pour que la performance soit au rendez-vous. Et donc parler de hard skills sans parler de soft skills, c'est tout simplement regarder la moitié du monde. Deuxième élément qui est alors absolument fondamental cette fois-ci lorsqu'on parle de RSE et lorsqu'on parle de transformation, puisqu'on est dans des époques de transformation, c'est dans quelle mesure la personne est actrice de son collectif. Et dans quelle mesure elle y prend sa place, elle pèse dessus, elle apporte sa pierre, avec ses capacités, ses qualités, et ses défauts d'ailleurs, comment est-ce qu'elle agit pour le bien de son collectif. Et donc, ça suppose effectivement qu'elle mobilise des soft skills, mais des soft skills dans un registre collectif, et on va y revenir parce que le registre collectif amène à ce qu'on assure une forme de cohérence dans les comportements, une forme de cohérence dans les... Cohérence ne veut pas dire uniformité, hein, mais cohérence dans la mise en mouvement des collectifs, de façon à ce qu'ils produisent ce qu'ils ont à produire.
déterminent leur devenir. Donc voilà, donc déjà deux grands enjeux à avoir en tête. Je crois que c'est assez intéressant, c'est important. Ces deux enjeux sont liés entre eux. On le voit bien. La conduite de l'activité individuelle ou d'équipe ou de petite équipe et la conduite de la transformation collective ou de la vie collective, bien évidemment, ça a à voir de façon extrêmement étroite. Toute la mission, toute la vocation de l'entreprise se situe dans le lien entre les deux. En tout cas, la conduite de cette mission, la conduite de cette vocation, merci, se trouve dans le lien entre les deux. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une flèche pour relier les deux. Alors, sur le slide, vous voyez démarche soft skills complète. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Ce qu'on constate lorsqu'on interroge ces différentes organisations, entreprises ou associations ou secteur public, c'est qu'en fait, il y a des nuances assez variables sur l'emphase, l'importance qui est donnée à la place des soft skills dans la conduite de l'activité et dans le pilotage des organisations. Là, je vais me situer d'un point de vue d'un pilotage intensif, mobilisant les soft skills de façon intensive. Après, il y a toutes les nuances de gris qu'on peut imaginer. Et on voit en fait que parmi toutes ces organisations, il y en a qui ont fait des choses absolument remarquables en la matière, et celles qui ont fait des choses absolument remarquables se sont mises dans des démarches systémiques. Et je crois que la question de la systémie en matière de soft skills, en tout cas lorsqu'on regarde l'organisation d'un point de vue de sa performance collective, la dimension systémique est une dimension cruciale, essentielle. Alors, on va se situer dans cette perspective-là pour la suite de mon topo. Pour moi, il y a 4 conditions de réussite d'une démarche soft skills complète qui ressort de ces entretiens et une fois qu'on les matrice un peu, qu'on les consolide. La première, c'est évidemment de situer les soft skills qu'on souhaite, qu'on veut, collectivement, le collectif, et donc la direction a un rôle fondamental à jouer, comme ça a été dit plusieurs fois dans la journée, et j'y reviendrai. Et tout ça se fait évidemment en lien avec la mission, les valeurs qu'on souhaite porter, qu'on souhaite voir déployer à l'occasion de toutes les activités de l'organisation. Donc il faut être très clair là-dessus, pour soi, il faut être très clair là-dessus pour ses collaborateurs, il faut être très clair là-dessus pour toutes ces parties prenantes, et il faut pouvoir le dire et le faire comprendre de façon simple. Ça ne doit pas être un truc ésotérique, il faut que ça soit vivant, facile à comprendre, facile à communiquer. Première condition de réussite. Une deuxième condition de réussite, c'est que s'engager dans cette logique-là, ça n'est pas une mince affaire. C'est une affaire de long terme, c'est une affaire compliquée, complexe, systémique donc complexe. Ça demande de l'ingénierie sociale, ça demande des méthodes, ça demande des outils. Après, je vous passerai la main sur les méthodes et les outils, et l'ingénierie probablement aussi. Évidemment, ce qui va avec, c'est le temps long et la cohérence. On énonce des valeurs, on énonce des comportements souhaitables, et lorsqu'on parle de RSE, on est bien dans ce registre-là. Et lorsqu'on est sur ce champ-là, lorsqu'on est incohérent, ça se voit très vite et c'est extrêmement destructeur. Donc l'authenticité, enfin vivre les choses de l'intérieur et être très authentique, ça fait partie des conditions nécessaires. Et dernier point en termes de conditions de réussite, dernier point parmi N autres, mais dernier point important, c'est évidemment la dimension managériale. Il faut avoir, pour avoir ce genre de démarche, les comportements managériaux en rapport, ne serait-ce que par reflet systémique. On demande aux personnes d'agir avec une forme de logique qui est une logique qui emporte nécessairement de la compréhension, de la confiance, de la capacité de coopération, etc. Bien évidemment, d'un point de vue managérial, ça doit se retranscrire aussi. Et donc, les comportements managériaux en rapport, c'est l'authenticité dans les démarches, c'est la confiance qu'on peut avoir en soi d'abord, dans les autres ensuite et dans l'organisation également. J'ai noté la pédagogie, parce que c'est beaucoup de pédagogie à l'occasion de toutes les situations
qui sont des situations apprenantes en matière comportementale, qui sont des occasions de progresser et de s'expliquer en matière comportementale. Donc ça demande de la bienveillance, de la patience, etc., etc. Donc voilà 4 conditions de réussite qui sont des conditions nécessaires. Il y en a probablement d'autres, mais celles-là, elles sont impératives. Je continue ? Oui. D'accord. Alors, je vais très vite, hein, mais les outputs, les apports de telles démarches, quels sont-ils ? Ils sont multiples. Et on a vu à l'occasion de ces 15 entretiens des choses très intéressantes dans des dimensions extrêmement variées. Je vous ai fait une petite synthèse en 5 ou 6 points, 5 points en l'occurrence, sur des éléments d'apport qui sont des éléments à avoir en tête pour se dire, ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser, on veut aller les chercher. D'abord, je l'ai déjà dit, c'est un facteur clé de performance. Imaginez-vous essayer de faire un exercice mental où vous n'avez que des hard skills et pas de soft skills. Bien évidemment, le résultat va être une catastrophe absolue. Donc, par antiphrase, la construction de la performance suppose absolument d'être capable de déployer une démarche soft skills collective dans des très bonnes conditions. Et donc, ça demande de la cohésion interne. Et c'est absolument nécessaire, comme je l'ai indiqué sur le slide, pour toutes les transformations d'ampleur. Or, on l'a vu aujourd'hui, des entreprises ou des organisations qui ne se transforment pas sont condamnées. Donc, bien évidemment, travailler ce sujet-là est un sujet majeur. Deuxième point, pas par ordre d'importance, hein, observer les soft skills des autres, notamment en tant que manager, c'est aussi une occasion de faire un travail réflexif sur soi-même et de se dire, et moi, par ailleurs, comment est-ce que je tiens ma place ? Et donc, c'est un facteur réflexif de progrès individuel, de progrès personnel. Alors, c'est vrai pour des managers, c'est vrai pour des chefs d'équipe, c'est vrai pour quiconque, y compris lorsqu'on est en situation de binôme sur des opérations, en se faisant des feedbacks. Donc, la pratique du feedback est un des outils pour progresser sur cette dimension-là. Autre point qui est bien ressorti, c'est une façon d'intégrer des profils très diversifiés et de recruter des gens, entre guillemets, venus d'ailleurs. Alors, venus d'ailleurs, ça peut être des gens venus d'autres pays, d'autres métiers ou d'autres façons de se comporter. L'intégration de la diversité, c'est très intéressant parce que ça oblige à remettre en cause ses représentations. Donc ça oblige à défaire ses certitudes, à se dire mais pourquoi cette personne agit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, et pourquoi est-ce qu'elle s'exprime comme ça, quelle est la signification au-delà des apparences. Et donc ça permet de travailler les relations de travail, d'aller les chercher, d'aller les améliorer, de se dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut construire des relations de travail plus fécondes. Alors on a eu plein d'exemples d'embauches de gens venus d'ailleurs qui, à l'occasion de leur introduction, a permis de remettre en question plein de choses et de se dire on peut faire différemment avec des personnes différentes. Bien évidemment, travailler sur la dimension soft skills, notamment en matière de recrutement, et notamment lorsque les compétences techniques sont relativement accessibles. Quand vous avez des organisations qui peuvent former des gens qui n'ont pas les compétences techniques relativement facilement à leurs compétences techniques requises, quelqu'un qui arrive avec des soft skills fortes, c'est quelqu'un qu'on peut intégrer de façon relativement facile et relativement simple. L'inverse étant plus difficile. On a connu tous des cas de profils d'experts de très bonne qualité qui étaient strictement intégrables dans les équipes. On a tous connu ça dans nos organisations. Donc c'est aussi un facteur d'intégration, un facteur d'inclusion qui est un facteur important. Et enfin, pour les mêmes raisons d'une certaine façon, c'est une aide à la mobilité interne, externe, parce que lorsqu'on est doté de compétences comportementales, compétences transversales, bien évidemment, elles sont transposables dans d'autres contextes, dans d'autres univers, dans d'autres métiers, dans d'autres organisations, ou dans d'autres postes. Et donc, c'est un facteur de mobilité, donc de sécurité aussi. OK. Voilà. Alors, c'est une synthèse complète. Alors, Laetitia ne reprend pas forcément tout ce que vous avez dit, mais je vous interrogerai après justement sur ce que vous avez dit, parce qu'il y avait des choses absolument passionnantes et je reviendrai après dessus.
Là, je vais demander à toi, Eric, parce que lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as expliqué les projets sur lesquels tu travaillais, Oui. sur les soft skills. Moi, j'ai été complètement emballée parce qu'on était en plus dans cette enquête, parce que c'était des exemples absolument très parlants de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises en matière de soft skills. Donc, j'aimerais vraiment que tu partages ces exemples avec la Sol. Voilà. Alors, avec Robert, on a eu la théorie, et avec moi, on aura la pratique. Et on ne s'est absolument pas concerté. On ne se connaissait pas il y a 15 minutes. Et on est 100% raccord. Donc ce que vous allez voir est 100% raccord avec ce qui vient d'être exprimé. Alors juste en quelques mots, nous, qui on est House of Co-Design. Notre job, c'est de créer de l'impact social ou environnemental, plutôt dans les grandes organisations, qu'elles soient privées, publiques ou syndicales. Et on a vraiment pour mission, puisqu'on est entreprise à mission, d'avoir de l'impact. Ça veut dire qu'on a deux référentiels. On a d'un côté un référentiel économique, comme toutes les entreprises du monde, à savoir gagner de l'argent, avoir un peu de performance, mais on a aussi un référentiel d'impact, à savoir que sur 2023, 95% de notre chiffre d'affaires était sur des missions à impact social ou environnemental. Et notre job, c'est de faire naître et accompagner les bonnes idées pour qu'elles aient de l'impact. Donc en fait, on réunit un collectif avec des gens qui sont des designers, qui sont des développeurs, qui sont des gens qui viennent de partout et de nulle part. Moi, j'ai un BTS de publicité, je vous parle là, donc voilà, je viens de pas grand-chose. J'étais aussi moniteur de ski, voilà. Et aujourd'hui, notre job, c'est d'accompagner toutes ces bonnes idées pour qu'elles aient de l'impact. Ces bonnes idées, on va les vivre avec 3 personas. On a Maude qui vient de rentrer en CAP boulangerie, on a Estevao qui est ouvrier dans l'industrie auto. Et comme on n'a pas été capable de prendre le virage du véhicule électrique, il est sur le bas-côté. Et puis on a Anissa, qui est chef de secteur, salarié dans une grande organisation. Alors, si on commence par Maude, qu'est-ce qu'on entend quand on est côté employeur, chez Jean-Michel, boulanger depuis 38 ans à Vierzon, mais aussi dans la ville d'à côté, c'est ils ne savent rien faire quand ils arrivent, les apprentis. C'est vrai, vous pouvez écouter chaque dirigeant d'entreprise dans chaque secteur d'activité, vous aurez à chaque fois cette phrase, les apprentis savent rien faire. Si juste vous poussez un petit peu, c'est juste normal qu'on ne sache rien faire quand on apprend à faire quelque chose. Mais bon, voilà. Nous, on s'est dit comment on peut pousser l'intégration sociale de l'apprenant dans son collectif. C'est-à-dire que la clé de réussite de l'apprentissage, c'est que le jeune trouve sa place. Et pour trouver sa place, on va hybrider des soft skills et des hard skills pour leur permettre de réaliser quelque chose. Et on a appelé ça des B.A.B.A. Et donc on a un programme pour les boulangers qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Pousse, parce que le vin, ça pousse. Voilà, donc ça s'appelle Pousse. Et c'est la première partie, les B.A.B.A. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans les recettes, donc le fait de faire un pain au chocolat ou une chocolatine, je vais froisser personne. On va rentrer dans des étapes primaires, des actes qui vont permettre d'apprendre tout seul sur le côté de la production, de pouvoir être utile tout de suite au collectif de travail pour trouver sa place. Et une fois qu'on a trouvé sa place, qui est l'utilité dans un collectif, ben on va continuer à apprendre et donc rentrer dans les recettes. Donc nos B.A.B.A, ben on en a une 50aine, et tant qu'on n'en a pas fait 25 validés par le tuteur ou le formateur, je ne peux pas rentrer dans les recettes. Donc on a une petite gamification qui pousse les jeunes à aller un peu plus loin. Je vais vous donner une petite vidéo pour vous montrer le ton des B.A.B.A sur la tenue de travail. Comment on s'habille, ne serait-ce que la première chose, quel est le look qu'on a à voir dans un fournil. C'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Hello la team Pousse, bienvenue dans cette vidéo hyper importante sur la tenue de travail, qui est quand même la première chose à faire et à bien savoir faire en boulangerie. La tenue de travail, super importante pour des questions de sécurité et d'hygiène, et pour se sentir bien. C'est super important d'être habillé, confortable. Absolument, surtout pour la confiance. On va être confiant en boulangerie. Donc on va vous détailler comment mettre un tablier, chose qui peut paraître simple, mais il y a 2-3 petites astuces. Un couvre-chef ou une charlotte pour protéger la tête et éviter les cheveux dans la pâte. Et
Je vais m'arrêter là, parce que vous avez compris le sens, et puis on ne va pas passer toute la journée à apprendre à mettre un tablier, même si c'est assez technique en fait. On ne dirait pas comme ça. Et en fait, ce qu'on a imaginé donc avec Pouce, et notamment les BABA, c'est vraiment cette capacité par l'action à rentrer dans un collectif et à apprendre les codes de ce collectif, et donc de s'approprier tous les soft skills de cet environnement. Donc là, on a un premier exemple de comment, quand on est jeune et on arrive avec aucun bagage, comment on est capable de s'approprier une culture d'entreprise, des façons de s'exprimer, un vocabulaire, parce qu'on va mettre en œuvre des actions qui sont des premières marches hyper faciles à monter en fait. C'est-à-dire que dorer une pâte, c'est un acte qui est facile, que je peux apprendre tout seul sur le côté, qui va être utile aux autres et qui va permettre peut-être à tout le monde de gagner 5 à 10 minutes sur la journée de travail. Et donc là, on rentre dans l'utilité et donc l'intégration du jeune. Un deuxième exemple, sur un autre secteur, on est avec Estevao, qui était dans l'industrie auto, et en fait, on va dire, il vient d'un autre secteur, jamais il va réussir à s'intégrer. Et là, on a un dispositif qui est financé par France 2030 qui s'appelle les reconstructeurs. Et les reconstructeurs, le but, c'est d'aller chercher des gens qui sont hors du monde du bâtiment ou qui sont dans le monde du bâtiment mais qui n'ont pas encore les compétences pour faire de la rénovation d'ampleur. Rénovation d'ampleur, c'est quand on va s'intéresser à votre maison pour réduire votre facture énergétique, son empreinte carbone, mais aussi le mieux vivre dans la maison. Et on a besoin, on était dans un atelier précédent, de 250 000 personnes sur les 10 ans qui arrivent pour assumer la trajectoire qui est de rénover pas loin de 10 millions de logements. Il y a 10 millions de logements à rénover dans les 10 ans qui arrivent. Sinon, on sera avec des passoires thermiques, des factures qui vont exploser, des gens qui vont perdre une grande partie de leur pouvoir d'achat. Donc dans cet écran, on est dans une page de recrutement qui pourrait être promue par France Travail, par les chambres des métiers, les CCI, etc. Je vais m'inscrire sur cette page et je vais être invité à passer une journée pour découvrir les métiers et surtout me positionner. Comment je me positionne par rapport à ces métiers-là? Et en fait, le positionnement, on va le faire notamment sur les soft skills, puisqu'on a des gens comme Estevao qui viennent de l'industrie auto. On va va pas lui demander l'importance de savoir le fonctionnement d'un carburateur pour aller dans la rénovation des logements. Et en fait, dans notre parcours de la journée, il va passer notamment par 2 espaces. Un premier qui est un challenge avec un jeu de construction. Donc on va lui faire par équipe une tour à partir de pièces en bois. On va observer cet exercice et on a une personne qui est autour qui va observer le comportement de chacun, comment ils ont interagi les uns avec les autres, est-ce qu'il y a eu de l'entraide, est-ce qu'il y a eu de la compétition, etc. etc. C'est ce qui se passe à l'école 42 en fait pendant la piscine. Je ne sais pas si vous connaissez l'école 42. En fait, en vrai, on les fait trimer pendant des heures et des nuits, mais la seule chose qui est notée, c'est le comportement des gens. C'est l'observation de l'intégration d'une personne dans un collectif, et pas sa performance, parce qu'en fait, l'école 42 est ouverte à n'importe qui, des gens qui n'ont aucun diplôme. Donc en fait, on ne peut pas les noter sur le code, puisqu'ils ne sont pas censés savoir coder. La deuxième étape, on va les faire travailler sur la réflexivité, et donc là, on a un casse-tête chinois, et on va voir comment ils sont capables de prendre des conseils, remonter des consignes, écouter et dialoguer avec la personne qui anime cet atelier. Et à la fin de tout ça, on va avoir un profil complet de la personne sur ses hard skills, s'il a déjà eu des expériences précédentes, ses soft skills qui sont exprimés là. On lui fait passer un petit test PIX parce que rien ne se perd, tout se conserve. On va lui faire évaluer sa compétence numérique. Et puis, au passage, on va lui faire une petite évaluation de ses capacités à lire, compter et écrire. Un troisième exemple qui va être là aussi assez intéressant, c'est combattre l'idée pour Anissa, qui est chef de secteur salarié. Alors, l'entreprise qui est derrière tout ça, c'est Vinci. C'est des choses qu'on a fait pour eux. Et ça fait 8 ans qu'on est sur ce projet. Si on n'a pas les compétences techniques, on ne peut pas bouger dans notre groupe. Donc de gens, on va leur dire, de toute façon, toi, tu es chef de secteur, tu fais ce travail-là et tu vas le faire toute ta vie. Et on a un sujet de mobilité. Et là, on peut vraiment assurer, avec les soft skills, la mobilité et la transversalité dans l'entreprise et dans des grandes organisations. Ce qu'on a mis au point pour Vinci, c'est une machine à générer des référentiels de compétences. Ça fait
8 ans qu'on est sur le projet. On va prendre plein de documents, RNCP, ROM, fiche de poste, entretien annuel, ce que vous voulez. On les met dans notre machine et ça va permettre de structurer un référentiel de compétences avec 3 grandes dimensions qui correspondent aux capacités relationnelles, donc une partie des soft skills, les capacités relationnelles, une autre partie des soft skills, c'est les compétences techniques. Et là, vous voyez que le métier de chef de secteur d'Anissa, il se compose de 37 capacités relationnelles, 25 organisationnelles et 22 techniques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a moins de techniques dans son métier que de soft skills. Et on voit aussi qu'en fait, son niveau, c'est le niveau 5. C'est-à-dire que ce travail-là, chez Vinci, on l'a fait de 1 qui est un manœuvre jusqu'à 8 qui est un dirigeant d'entreprise. Et en fait, le 1 à 8, c'est la projection temporelle. 1, la projection temporelle, c'est la demi-journée. Je m'organise, je pense, je réfléchis, je travaille à la demi-journée. 8, c'est sur 3 ans. Et c'est un chef d'entreprise qui doit penser jusqu'à 3 ans. Et donc, on a la description, et je vais vous donner un exemple, de ce qu'est le référentiel d'Anissa sur les capacités relationnelles. En fait, on va lui demander, et c'est de façon hyper concrète, c'est comment on projette ça dans un langage qui est partageable et compréhensible par tout le monde, ce que vous disiez tout à l'heure, mais aussi qui est lié à l'activité réelle des gens. Quand vous faites lire une fiche ROM à un opérationnel, il vous regarde et il vous dit « mais c'est pas moi qui fais ce travail-là ». Ou RNCP. « C'est pas moi, je fais pas ça ». Ben si, tu fais ça, mais c'est des gens qui observent, qui sont ergonomes, qui ont décrit ton travail. Mais en fait, les gens ne comprennent pas. Donc nous, on a traduit tous ces sujets-là dans des actions quotidiennes du monde du travail. Donc utiliser un support de présentation numérique, c'est une capacité. Ça se travaille, on est bien d'accord. Mais c'est une capacité relationnelle pour Anissa. Est-ce qu'elle est capable de prendre la parole devant un public? Est-ce qu'elle est capable de développer et d'animer son réseau? Ça, pour une personne de niveau 5, c'est important. On ne va pas demander à un manœuvre de développer ou d'animer son réseau. Donc une fois qu'on a fabriqué ces référentiels, et qu'on en a un nombre certain, puisque chez Vinci, on n'est pas loin de 700 référentiels qu'on a fait. Par exemple, tous les métiers de la construction, il y a 190 référentiels pour tous les métiers de la construction. Il n'y en a pas un de plus. Vous avez scaphandrier de chantier, c'est un des 190 référentiels. Chef de palanquet, scaphandrier, c'est un des référentiels. Donc vous imaginez la profondeur à laquelle on a été, et il n'y a pas plus que 190 métiers dans le secteur des BTP et de la construction. Et donc, ce qu'on va proposer à Anissa, c'est à partir de son référentiel maître, chef de secteur BTP, comme on a plein d'autres référentiels, de faire du matching et de lui dire, bah, toi, tu es chef de secteur, bah, tu as un matching de 57% pour être chargé d'affaires, responsable d'affaires, chargé de développement commercial, responsable commercial, directeur d'activité, etc. Et en fait, ces référentiels-là sont matchables parce que les capacités relationnelles et organisationnelles sont les mêmes partout. On décrit tous les métiers de Vinci avec les mêmes soft skills. Donc ça veut dire que si pour ce métier-là, il faut ces soft skills-là, ben ça veut dire que si je les maîtrise, je peux aller vers ce métier-là. Et donc aujourd'hui, quand on fait le matching sur ces métiers, la seule chose qu'on met dans le plan de formation pour que la personne puisse bouger, c'est la partie compétences techniques. Oui, je n'étais pas dans ce secteur-là, mais ce n'est pas compliqué. J'ai la culture de l'entreprise, j'ai les soft skills, ben oui, je vais prendre 2 mois, 3 mois à apprendre un nouveau métier. Voilà, donc ça, c'était 3 exemples pour vous montrer comment, dans la formation initiale, comment dans du recrutement de personnes éloignées de leur emploi ou des gens qui sont déjà en poste, on peut utiliser les soft skills tous les jours. Merci. Merci Eric. Laetitia, d'abord, vous pouvez réagir bien sûr à tout ce qui a été dit. Et puis, j'ai 2 autres questions pour vous, parce que vous les aviez abordées lors de l'entretien qu'on avait eu et j'avais trouvé ça très intéressant. Là, on voit qu'il y a des choses très sophistiquées qui sont mises chez Vinci. C'est là où j'étais vraiment scotché par le travail qui était fait, hein, des choses qui sont très sophistiquées, etc. Mais finalement, vous qui avez un regard transversal sur toutes les entreprises, où en sont les RH? Ça, c'est une première question, parce que tout à l'heure, on a vu que les RH ont un rôle pour accompagner les évolutions, etc. Bon, on voit que les soft skills, c'est important dans toutes les transformations, mais où est-ce qu'en sont les RH? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle nous intéresse directement, nous aussi, pour les IUT, c'est
où en sont les candidats. Parce que pour moi qui recrute depuis 40 ans, il n'y a rien de pire que d'avoir en face de moi quelqu'un qui ne sait pas parler, à qui je pose des questions, mais même si j'essaye d'être bonne pour poser des questions, qui ne sait pas me répondre. Et donc, où en sont les candidats? Voilà, j'aimerais bien que vous parliez de ça. Mais je vous laisse aussi réagir à tout ce qui a été dit. Ça marche, merci beaucoup. Alors, peut-être juste vous rappeler que l'APEC réalise très régulièrement, pas forcément une fois par an, mais en tout cas très régulièrement, des études auprès des recruteurs sur les pratiques de recrutement. Alors, avec la casquette APEC, c'est les pratiques de recrutement de cadres, mais sincèrement, ce que je vais vous dire avec mon focus cadre vaut souvent pour l'ensemble de la population. Donc, si je regarde la dernière étude en matière de pratiques de recrutement, le premier constat que j'ai envie de partager avec vous, c'est que la première étape de sélection des candidats reste très, très majoritairement basée sur, on va dire, des prérequis standards, techniques, habituels, autour de... alors en plus on est en France, donc autour du diplôme, autour des années d'expérience, autour de la connaissance d'un secteur d'activité, voilà, des choses assez classiques qui restent encore le premier élément de sélection des recruteurs aujourd'hui. Et la question des soft skills, elle ne vient que dans une deuxième étape. Bon, ça c'est un premier constat. Mais pour reprendre ce qui a été dit par mes voisins, je suis tout à fait en phase, on voit quand même que les choses bougent, les choses progressent. Et en effet, de plus en plus, les entreprises en général et les recruteurs en particulier s'intéressent aux soft skills et commencent en effet à essayer de détecter, d'évaluer des soft skills parmi les candidats dans leur process de recrutement. Donc, ça évolue encore relativement doucement. Il y a une certitude, j'ai bien aimé comme la façon dont vous l'avez exprimé, il y a une reconnaissance de l'importance des soft skills. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sait quoi en faire et comment faire. Voilà, donc il faut relativiser un petit peu les choses, mais ça progresse. Et je voulais revenir sur des choses qui ont été évoquées par les uns et les autres, mais pourquoi est-ce qu'en effet, les recruteurs s'intéressent de plus en plus aux soft skills? Premier élément dont j'ai envie de vous parler, c'est le marché de l'emploi cadre notamment, qui est un marché extrêmement tendu. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais chez les cadres, on est sur un marché de plein emploi. On est à un taux de chômage qui est inférieur à 4%. Donc, les entreprises aujourd'hui qui recherchent des compétences cadres, et quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le type de poste, rencontrent des grandes difficultés à trouver les candidats dont elles ont besoin. Parce que justement, elles vont d'abord s'attacher à des critères, à des prérequis standards qui amènent à rechercher un profil très très codifié, le mouton à 5 pattes avec 15 listes de critères très, très précis. Et aujourd'hui, ces tensions de recrutement sur le marché de l'emploi cadre, elles pèsent énormément sur les entreprises, sur leur vie au quotidien, sur leur croissance. Aujourd'hui, 75% des entreprises qui recrutent des cadres nous disent avoir rencontré ces tensions. Et 1 sur 4 nous disent l'année dernière ce qui est énorme, avoir renoncé à au moins un recrutement cadre, faute de candidats, faute d'y arriver. Donc quand on renonce à un recrutement, c'est qu'on renonce à du business, à une commande, à se développer, tout simplement. Donc c'est extrêmement important. Et en ça, les soft skills peuvent être perçus aujourd'hui par les recruteurs comme un moyen finalement d'élargir le vivier de candidats. Et en effet, d'aller chercher des profils qui peut-être ne correspondent pas à tous les critères qu'on avait initialement listés, mais qui en effet vont pouvoir, avec un peu de formation,
avec des dispositifs d'intégration de mieux en mieux faits, vont pouvoir en effet répondre à des besoins et des besoins pérennes de l'entreprise grâce à leurs soft skills. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir finalement faire face à la pénurie de compétences qu'on rencontre aujourd'hui et élargir le vivier dans lequel on peut piocher. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi des questions d'efficacité et de coût de recrutement. Ça coûte très cher aujourd'hui de recruter. D'abord, ça prend du temps. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais aujourd'hui, recruter un cadre, ça prend en moyenne, le délai moyen de recrutement, c'est 12 semaines. C'était 9 semaines il y a 4 ans. Donc ça a fortement augmenté, et c'est une moyenne, donc ça peut aller bien au-delà, notamment bien au-delà d'ailleurs dans le secteur de l'industrie. Le délai moyen pour l'industrie, c'est 15 semaines pour recruter un cadre. Donc c'est long et ça coûte cher parce que ça mobilise beaucoup de monde. Et donc, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que 89% des recrutements ratés, quel que soit ce qu'on met derrière raté, soit que ça aboutit à un départ de la personne, à son initiative, à l'initiative de l'entreprise, soit qu'on n'est pas satisfait de sa prestation. 89% des recrutements ratés sont dus à des problèmes, non pas de compétences techniques, mais des problèmes d'intégration dans une culture, à des problèmes de motivation, à des problèmes d'intégration dans des collectifs de travail, donc à des soft skills. Donc si on ne veut pas rater son recrutement et si on veut avoir des coûts de recrutement maîtrisés, il vaut mieux s'occuper de cette dimension-là. Et peut-être pour vous donner un chiffre supplémentaire qui n'est pas forcément connu, du côté des cadres jeunes, aujourd'hui on observe que 42% des cadres de moins de 35 ans quittent leur emploi CDI moins de 2 ans après leur prise de poste. Vous voyez le turnover. Et il y a plein de raisons pour ces jeunes cadres de quitter leur entreprise. Mais une des raisons qui ressort le plus souvent, c'est cette non-adéquation entre mes valeurs et celles de l'entreprise, entre mes attentes et puis ce qu'on m'avait fait miroiter et puis ce que je trouve en réalité dans l'entreprise. Donc voilà, vraiment une question d'efficacité de recrutement et voilà, c'est je pense une façon d'optimiser ces recrutements et d'assurer leur réussite. Et puis le troisième élément, bien sûr, vous l'avez évoqué, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de plus en plus des soft skills ? Tout simplement pour la performance de l'entreprise. C'est évident, vous avez cité beaucoup de choses, je reformulerai 2 points peut-être avec mes propres mots, mais on est tout à fait en phase. D'abord, se rappeler, c'est l'OCDE qui le dit, que la durée de vie d'une compétence technique, hein, vous le savez, on le rabâche, mais c'est quand même bien de se le redire. La durée de vie d'une compétence technique, il y a 30 ans, dans les années 80, il y a 40 ans, merde. 80, ça passe vite. Dans les années 80, la durée de vie d'une compétence, d'une compétence technique, c'était 30 ans. Et aujourd'hui, on estime que c'est moins de 5 ans, on dit entre 3 et 5 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire dans la durée la performance de l'entreprise. Ce qui va faire dans la durée la performance de l'entreprise, c'est la capacité de ses collaborateurs et collaboratrices justement à se former, à apprendre tout au long de leur vie professionnelle et à développer les compétences nouvelles qui vont au fur et à mesure être nécessaires à cette performance. Donc ça, c'est vraiment un point qui me semble important. Aujourd'hui, ce dont ont besoin les entreprises, c'est d'agilité, d'adaptation, de résilience pour faire face aux situations de crise qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, et puis pour faire face à ce monde changeant qui évolue de plus en plus vite. Et puis, en termes de performance, vous l'avez évoqué, ça me semble un point aussi à reprendre, c'est la capacité d'innovation de l'entreprise qui est un enjeu majeur aujourd'hui et qui va notamment s'appuyer par la diversité des profils dans les équipes. Là, il y a plein d'études, vous le savez mieux que moi, qui ont été faites pour étayer cet item. Si on est tous sur le même moule et si on est dans la reproduction, et bien clairement, l'innovation s'appauvrit. Donc,
Donc l'intérêt d'aller chercher des profils différents et d'assurer une certaine diversité dans les équipes, diversité de profils, ça se fait aussi grâce au travail sur les soft skills. Donc voilà peut-être les principaux éléments sur, dans notre perception, ce qu'on observe et de ce que nous disent les recruteurs, le pourquoi on va de plus en plus vers cette dimension compétences douces. Et puis peut-être le comment, puisque c'était aussi une de vos questions. Alors ce qu'on observe dans les pratiques, déjà, alors je reprends des choses un peu générales, c'est que maintenant, la plupart des entreprises, elles sont sur du multicanal quand elles recrutent. Et les 3 principaux canaux qui sont utilisés et qui sont utilisés par toutes les entreprises, c'est toujours l'offre d'emploi, la publication de l'offre d'emploi dans différents job boards, etc., qui reste le canal majeur, hein, c'est encore plus de 90% des entreprises qui font appel à ce canal. Mais aussi, et ça a explosé, les réseaux sociaux. C'est une autre forme de publication d'offres, mais les réseaux sociaux ont bien sûr considérablement explosé et c'est aujourd'hui le 2e canal de recrutement. Et le 3e canal de recrutement, c'est la mobilisation de son réseau, la mobilisation de ses contacts pour bénéficier, pas forcément de la cooptation au sens propre du terme, mais en tout cas des contacts de son réseau. Donc du multicanal, ça c'est sûr. Après, ce qui est important, et je pense que pour vous ça peut être intéressant de le savoir, c'est que les pratiques de recrutement bougent quand même pas mal, puisque par exemple la lettre de motivation, aujourd'hui n'est demandée plus que par une entreprise sur 2. C'est moins 19 points par rapport à 2019, avant le Covid. Surtout que ChatGPT fait des lettres de motivation vachement bien. Hein, donc, exactement. Non mais aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est une entreprise sur 2. Demain, ça sera plus personne. Parce qu'aujourd'hui, on commence déjà à observer, les recruteurs observent de façon très claire des lettres de motivation qui déjà avant étaient un peu stéréotypées et ne voulaient pas dire grand-chose, mais alors là, aujourd'hui, qui sont juste toutes construites par ChatGPT. Donc, en effet, ça a déjà beaucoup perdu et ça va continuer à perdre de façon sans doute très importante. Ce qu'on voit en contrepartie augmenter de façon très importante, plus 13 points par rapport à il y a 4 ans, c'est un premier entretien téléphonique de présélection. Et là, ça devient intéressant. C'était intéressant aussi avant, j'espère. Parce que le premier entretien de téléphonique, comme ça, normalement, il a vocation à juste s'assurer que ça vaut le coup d'aller vers des étapes ultérieures sur des choses de base. Est-ce que le poste qui est proposé à tel endroit correspond bien à votre champ de mobilité? Est-ce que le niveau de rémunération qui est proposé correspond bien à vos attentes? Donc normalement, ce premier entretien téléphonique de présélection, d'ailleurs qui est en général pas fait par le recruteur ou le manager, c'est vraiment, on valide le basique. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on commence à faire à travers le premier entretien téléphonique? On commence d'ores et déjà à évaluer une capacité relationnelle, une capacité de communication. Donc, d'ores et déjà, des soft skills. Donc ça, c'est une évolution intéressante. Voilà, aujourd'hui, c'est 71% des entreprises qui utilisent ce premier entretien téléphonique de présélection. Donc, c'est significatif. Qu'est-ce qu'on voit aussi se développer? Alors, les entretiens de recrutement, ils ont toujours existé, ils continuent d'exister. Mais ce qu'on voit se développer, c'est des entretiens de recrutement couplés ou immersifs. Donc, on va aller davantage chercher déjà le collectif, on va aller davantage chercher des regards différents, on va aller davantage chercher de pouvoir partager des ressentis sur les soft skills d'un candidat, donc avec le recruteur, que ce soit le RH ou que ce soit le manager direct, avec le N+2 ou parfois carrément, notamment dans les PME, la direction générale, avec parfois des collègues de la future équipe. Hein, donc on voit se développer beaucoup ce type d'entretien.
peuvent se faire non pas forcément dans un bureau de façon très classique avec une table, une chaise entre nous, mais en visitant l'entreprise, en déambulant dans l'entreprise, ce qui permet aussi d'observer beaucoup plus de choses qui ne sont pas forcément lisibles dans le CV. Donc ça, c'est une dimension intéressante. Et puis, bien sûr, ça continue à se développer. C'est encore beaucoup les grandes entreprises qui les utilisent. C'est toutes les mises en situation, les assessment centers, hein, qu'ils soient réalisés en interne ou en externe, qui pour le coup, dès le départ, avaient cette vocation d'évaluer des soft skills, des capacités de relationnel dans une équipe, des capacités de leadership, etc. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes. Et puis, on voit de plus en plus se développer, on en a parlé à l'instant pour la rédaction des lettres de motifs, des outils qui se développent autour de l'IA et qui utilisent l'IA pour détecter les soft skills ou pour surtout faire du matching, vous l'avez évoqué. Donc, des outils qui sont encore relativement peu utilisés, de plus en plus par des grosses entreprises qui ont des moyens. Il y a beaucoup de start-up dans le milieu RH qui travaillent sur ces sujets, donc je pense que ça va prendre une importance de plus en plus grande dans l'avenir. Et là-dessus, moi je poserais juste une question, j'ai pas du tout la réponse. C'est est-ce que finalement l'IA va pouvoir nous aider, et c'est bien le but essentiel, hein, je pense, à limiter les biais inconscients que peuvent avoir aujourd'hui les recruteurs. Hein, c'est un des problèmes vis-à-vis des soft skills, puisqu'en effet, il n'y a pas un diplôme qui valide je suis un bon leader ou j'ai une bonne capacité relationnelle. Donc, ça relève beaucoup d'une perception individuelle avec chacun ses biais. Donc, comment est-ce que l'IA va pouvoir nous aider à limiter ces biais et à finalement assurer en effet une plus grande égalité des chances et voilà. Ou est-ce qu'au contraire, puisque c'est aussi un des risques de l'IA, est-ce que ça va être un amplificateur d'inégalités, un amplificateur de biais et de phénomènes de reproduction? Voilà, donc moi je n'ai pas la réponse, clairement, mais je trouve que c'est une question ouverte qui est intéressante à réfléchir. J'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais Mais juste sur les candidats, est-ce que derrière, je crois que vous aviez évoqué une piste en disant préparer les candidats à mettre en avant leurs soft skills. Enfin, je pense que ce serait... Est-ce que j'avais bien compris? Tout à fait, oui, tout à fait. Juste un petit mot là-dessus. Oui, tout à fait. C'est très important. On a beaucoup parlé du côté entreprise, mais du côté candidat, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté des candidats à identifier leurs compétences douces, à les formuler, à les transférer, à voir leur transférabilité dans tel ou tel poste, tel ou tel secteur d'activité, et aussi à en parler. En fait, il y a une espèce d'autocensure sur le sujet. Comment je dis que je suis un bon leader, même si mes précédentes expériences me l'ont prouvé. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler. Donc typiquement à l'APEC, nous, on a toute une série d'ateliers ou de modalités d'accompagnement individuel qui permettent de travailler avec le jeune sur, enfin jeune ou moins jeune d'ailleurs, le candidat en général, sur ce sujet de son portefeuille de compétences, de la transférabilité de ses compétences sur tel métier ou tel secteur, et de la façon d'en parler. Donc on prépare beaucoup aux entretiens, y compris sur cette dimension soft skills. Comment est-ce que j'en parle aux recruteurs? Et tout dernier petit point, ce qui me semble très très important aussi, ce que fait beaucoup l'APEC, c'est de créer de la rencontre. Créer de la rencontre en situation différente
que la situation très classique du moment du recrutement. Donc, on a évoqué la boulangerie. Nous, on fait par exemple des ateliers cuisine avec des recruteurs et des candidats. On fait des ateliers sport, enfin des événements autour du sport pour mettre en relation des candidats et des recruteurs pour qu'ils se découvrent de façon différente et que justement les soft skills des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui les candidats, notamment les cadres, ils sont en situation de choisir leur entreprise, leur manager. Donc de mettre en valeur les soft skills des deux côtés et finalement de jouer à fond cette carte plutôt que celle du CV. Juste sur l'invisibilité des soft skills, il suffit de discuter avec un sportif de haut niveau qui, en fait, est absolument incapable d'identifier, valoriser, verbaliser tout ce qu'il a mis en œuvre depuis qu'il a 12, 13 ou 14 ans en termes de capacité de projection, puisqu'il anticipe l'avenir, son parcours d'organisation, de résilience, etc., etc. Et on a fait un petit programme d'orientation pour ces gens-là, et c'est vraiment intéressant de voir à quel point, pour eux, ça n'existe pas en fait. C'est invisible, ça n'a pas de valeur. Ils ne les voient même pas en fait. Et je pense qu'un des sujets de l'éducation et de l'enseignement, c'est d'être des révélateurs de ces capacités, compétences douces, comme on l'a exprimé. Merci. Alors, tu voulais dire quelque chose? Non, parce qu'on arrive juste à la fin. Je voulais juste faire un récap là, de tout ce qui a été dit. Vous avez vu, on a parlé transition écologique, on a parlé RSE. Jean-Michel, on n'a pas parlé que de l'environnement. Hein, t'es OK aujourd'hui. Réussir cette transformation, c'est faire changer les comportements. Faire changer les comportements, c'est jouer sur les soft skills. Jouer sur les soft skills, ça veut dire quoi? Ce que viennent nous dire Eric et Laetitia, c'est préparer nos jeunes à reconnaître, à identifier, à valoriser, à communiquer sur leurs soft skills. Donc je pense que ça, par rapport à nos programmes, c'est un sujet à intégrer parce qu'on est au cœur des dispositifs de recrutement que Laetitia a décrits, qui sont de plus en plus orientés vers les soft skills. Alors c'est vrai qu'il y a des dispositifs comme celui qu'Éric nous a décrit qui permet justement de mettre en action ces soft skills sans avoir à les dire, mais ce n'est pas dans toutes les entreprises. Donc s'il y a un message à faire, à dire ce soir, je pense que s'engager dans la transition écologique, s'engager dans cette démarche-là, c'est aussi penser à comment on prépare nos futurs collaborateurs, notamment en valorisant leurs soft skills. Voilà. Donc, je vais en arrêter là parce que malheureusement, on est un peu juste en temps. Mais en tout cas, je voulais vous remercier. Merci tous les trois pour vos interventions. Et